Il nous faut évidemment revenir sur cette douche froide sur les marchés, sur le marché du travail. Ce sont les chiffres de vendredi. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Fed y est très très attentive avant de lancer éventuellement son tapering le mois prochain. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. On revient sur les chiffres et puis après sur l'impact que ça a sur la politique monétaire à venir de la Fed. Ce n'est pas sans conséquence. Les chiffres de création de postes de vendredi sont éminemment décevants. 194 000 nouveaux jobs. Des chiffres qui sont faibles, parce qu'on en attendait quasiment, je crois, d'après les experts, 500 000. Après un mois d'août qui était déjà un petit peu faiblard, et 600 000 créations, encore une fois, d'emplois mensuels depuis le début de l'année jusqu'au mois d'août. Donc, c'est pas top. C'est pas top, parce qu'en plus, en gros, il manque 5 millions d'emplois du fait de la crise Covid. Il manque toujours. Il manque toujours 5 millions d'emplois. Et effectivement, au rythme de... Sans compter les gens qui sont sortis du marché du travail. Oui, ça c'est en comptant les gens qui sont sortis du marché du travail, puisque c'est le nombre d'emplois qui manque par rapport à l'emploi d'avant. En absolu, en niveau absolu, voilà. Et donc, au rythme de 200 000 par mois, il va falloir très très longtemps pour revenir au niveau d'emploi d'avant Covid. Et donc, ce qui veut dire que les espoirs qu'on pouvait avoir au mois de juillet, par exemple, où les créations d'emplois avaient été records, presque 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi cet affaissement au mois d'août et, pardon, le chiffre qui est mauvais, c'est un mauvais chiffre. Est-ce que c'est quoi? Ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter, qui n'ont pas besoin de recruter? Voilà, quel est le sujet? Alors, le sujet, c'est effectivement, d'abord, il y a des difficultés de recrutement dans l'économie américaine qui sont signalées par les entreprises, qui sont massives, qui sont à des niveaux jamais vus. Donc, c'est un premier élément. Alors, on associe à ces difficultés de recrutement le fait qu'il y avait l'aide exceptionnelle fédérale qui rajoutait... $300 par semaine. Exactement. Donc, qui était une somme importante et qui rajoutait... c'est une aide exceptionnelle donnée par le gouvernement fédéral qui se rajoute au dispositif d'assurance chômage proposé par les États. Donc, ça conduisait à ce que certains chômeurs... Mais ces aides, notamment les aides fédérales, sont tombées, sont arrivées échéance au mois de septembre, et donc ça aurait dû pousser les gens, dit-on, à retrouver un travail, et on ne le voit pas. C'est exactement ce qui était attendu. Donc, ils avaient un taux de remplacement, en fait, au chômage qui était supérieur à 100%. Et donc, on se disait, c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas travailler, parce qu'en fait... À leur place, peut-être qu'on ferait pareil. Hein. Bon. Oui, sans doute. Mais bon, voilà. Donc, on attendait à ce que ça cesse au mois de septembre. La vaccination qui patine un petit peu aux États-Unis, en tout cas dans certains États, a quand même pas mal avancé, même s'il y a beaucoup de cas. On attendait que la disponibilité du vaccin puisse faciliter les choses. Il y a eu la réouverture des écoles, qui était aussi au début du mois de septembre. Oui. Un autre événement dont on pensait qu'il allait permettre à tous ceux qui devaient garder leurs enfants de pouvoir aller travailler. Et patatras, ça ne fonctionne pas comme prévu. Bon, le seul petit point qu'on peut mettre pour expliquer tout ça, c'est que il y a le fameux variant Delta dont on parle, qui a conduit à une espèce de 4e vague. Oui, mais ça va mieux aujourd'hui. Alors ça va mieux, mais là c'est des chiffres du début du mois de septembre, et donc peut-être qu'au début du mois de septembre, ça a joué, il y a un peu plus de gens malades qu'habituellement. Donc ça peut expliquer, mais c'est sûr que c'est un peu inquiétant, et c'est un peu inquiétant dans un contexte où en fait les entreprises ont du mal à recruter. Ça se traduit par des augmentations de salaire. Oui, salaire horaire moyen des salariés du privé a augmenté de 4,6% en septembre en rythme annuel. Ça veut dire que les boîtes font des efforts pour conserver leurs salariés ou en attirer de nouveaux. Exactement. C'est une bonne chose, ça. Alors c'est une bonne chose pour... c'était un peu le plan de Joe Biden, de mettre l'économie sous tension pour provoquer une hausse de salaire au bas de l'échelle, pour là où les emplois sont créés, dans les services, dans les emplois peu qualifiés ou moyennement qualifiés, et puis réduire les inégalités de cette façon-là, par un marché du travail tendu, des entreprises qui sont obligées d'augmenter les salaires, mais pas les salaires des top cadres ou des PDG, mais les salaires de ceux qui sont... les salariés du bas de l'échelle, les premiers de corvée, comme on dit aujourd'hui en France. Ouais. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt, mais c'est sûr que ça va mettre la Réserve fédérale sous pression, même si dans le temps, Joe Biden est quand même un peu sous pression aussi, parce que cette mise sous tension de l'économie se fait sans création d'emplois. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que Biden, il avait dit je vais remettre l'économie américaine on est à sur ses rails. 4,8% de taux de chômage. Certes, vous allez me dire on était à 3,5% avant la crise, mais pas de drame non plus. Hein.
Non, pas de drame non plus, mais encore une fois, aux États-Unis, assez paradoxalement, enfin, ça peut paraître bizarre quand on est habitué au débat français. Au débat français, dans le débat français, on regarde que le taux de chômage. Aux États-Unis, on ne regarde pas trop le taux de chômage. Alors pourquoi on ne le regarde pas trop? On regarde quoi alors? Ben, on regarde les créations d'emplois. Et pourquoi on ne regarde pas le taux de chômage? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements de population active. Comme il y a peu de dispositifs d'allocation chômage, et surtout qu'ils durent assez peu de temps, il y a beaucoup de gens qui se retirent du marché du travail. Et donc, du coup, le taux de chômage peut descendre beaucoup. Oui. Mais en fait, ça correspond à des grands mouvements de taux d'emploi ou de taux d'activité qui reculent très fortement. Et qui a reculé d'ailleurs très fortement avec la crise Covid. Donc, c'est pour ça qu'on ne regarde pas trop le taux de chômage. Parce que, en fait, le dénominateur, excuse-moi d'être technique comme ça, mais le dénominateur du taux de chômage n'est pas très fiable. Il varie beaucoup, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas en Europe. Et donc, du coup, c'est un indicateur qui est moins pertinent. Et donc, on préfère regarder les emplois. Ouais, ce que la Fed regarde, évidemment, ce sont les créations de postes, mais aussi, et on voit quoi? Donc, on voit un ralentissement des créations de postes, ou une inflation, notamment salariale, qui augmente. Quelles conséquences on aura de ce mauvais chiffre en termes d'emploi? De salaire, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est bien qu'il y ait des salaires qui sont en augmentation, mais ça veut dire peut-être plus d'inflation aussi. Quel impact, encore une fois? Ça perturbe un petit peu les plans ou pas de la Banque centrale américaine? Jérôme Powell avait dit attendre un rapport sur l'emploi honorable, ce sont ces mots, honorable, pour commencer à réduire ses achats d'actifs à partir du mois de novembre. Est-ce que cette mise à feu du tapering pour le mois prochain, début du mois prochain, puisque je crois que la Réserve fédérale se réunit le 2 et 3 novembre, est-ce que tout ça pourrait être retardé désormais? Alors, oui, très probablement. Encore une fois, je ne vais pas faire une prévision sur ce que la Réserve fédérale va annoncer. Et de ce point de vue-là, on verra ce qu'elle décide, mais très probablement, ça va induire un report du tapering. Mais ça la met quand même dans une situation difficile, parce que, bon, d'un côté, il y a effectivement ce ralentissement des créations d'emplois, à un moment où on attendait plutôt une accélération. Donc ça signale plutôt un ralentissement de l'économie. Ralentissement de l'économie, plus d'inflation, c'est pas un très bon cocktail pour la France. Ah non, c'est le cocktail de la stagflation. Donc, on n'est pas de gros mots non plus. Quand on est dans la déflation, bon, on voit à peu près ce qu'il faut faire, on stimule à tout va. Quand on est dans un cocktail, beaucoup de croissance, de l'inflation, on voit à peu près ce qu'il faut faire. On fait du forward guidance, comme on dit, maintenant à la Réserve fédérale, c'est-à-dire qu'on regarde l'inflation et on essaye de piloter l'inflation et de dire au marché qu'on va augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, mais dans un contexte où il y a beaucoup d'activité. Et là, on est dans un espèce de mélange des deux, où on a une économie qui ne va pas très vite, mais où on a de l'inflation. Et si ça ne va pas très vite, c'est que probablement il y a ces difficultés de recrutement qui pèsent sur les salaires. Et s'il y a des difficultés de recrutement qui pèsent sur les salaires, c'est que c'est un peu embêtant. Et ça devrait pousser la Réserve fédérale à augmenter ses taux, à durcir sa politique monétaire, à mettre en place le tapering. Mais voilà, si jamais elle se trompe et que cette inflation n'est que très provisoire et que par contre il faut bien stimuler l'économie au moment où elle ralentit. Donc elle fait quoi? Elle lève le pied ou elle accélère? Vous écoutez? Eh ben là, elle réfléchit là, mais il ne faut pas qu'elle réfléchisse trop longtemps et qu'elle hésite trop longtemps, parce que derrière elle peut perdre sa crédibilité auprès des marchés, elle peut ne plus leur donner de signaux, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Là, on attend ce que la Réserve fédérale va décider, mais plus personne ne sait ce qu'elle va décider. Donc du coup, les bourses réagissent mal. Elle peut d'un côté dire, ça dépend comment elle voit le verre d'eau, quoi, entre guillemets. Soit elle voit le côté accélération de l'inflation, hausse des salaires, et là, dans ces cas-là, elle retire ses soutiens plus rapidement. Soit elle se dit, attention, la croissance ralentit, il y a moins de création de jobs, il est urgent d'attendre. C'est ça. Alors, probablement, dans un premier temps, ce qu'elle va faire, c'est de dire, bon, le diagnostic est difficile à faire, il peut y avoir des effets très temporaires, etc. Donc, l'urgent, c'est d'attendre, d'avoir plus d'informations. Et de toute façon, il n'y a pas d'urgence à refermer le robinet monétaire. On pourra faire ça le mois prochain ou celui d'après ou celui d'après. Donc, soyons patients et ne paniquons pas dans cette situation-là. Mais en même temps... Les marchés ont été préparés au fait que ça bouge d'ici la fin de l'année, quand même. Mais voilà. Et puis, du coup, là, elle va donner l'impression qu'elle change d'avis, que ce qu'elle dit n'est plus tout à fait sûr, que sa compréhension des choses n'est pas ce qui se révèle être. C'est pas bon pour accompagner les marchés et guider les marchés. Et on peut arriver à des scénarios où on a une banque centrale hésitante qui va finalement prendre des mesures brutales, pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard, parce que la situation va lui échapper. Oui, c'est ça le problème de dire j'attends. En fait, si je dis j'attends, si jamais les mauvaises nouvelles s'accumulent et que l'inflation continue d'accélérer, ça veut dire que là, il va falloir donner Il y a un manque de lisibilité aujourd'hui dans les prochaines annonces de la Fed, mais c'est lié aussi à cette situation qui est complexe aussi. C'est une situation qui est complexe, c'est pas la faute de la Réserve fédérale. Bien malin qui peut... Bien malin qui peut prévoir ce qui va se passer, bien malin qui peut dire avec certitude ces phénomènes-là ne sont pas temporaires, ils sont vraiment profonds.
voilà, on aura peut-être au mois d'octobre 1 million de créations d'emplois, et à ce moment-là, tout ira bien, parce que là, on sait quoi faire. Je veux dire, on a une économie qui accélère, et on a un peu d'inflation, il faut commencer à fermer. On retire 15 milliards de dollars par mois d'achat d'actifs. Et puis voilà, on annonce la fermeture de la politique monétaire tranquillement à un horizon assez long, avec une augmentation des taux qui aurait lieu dans un an, donc tout va bien. Mais voilà, s'il y a encore un mauvais chiffre d'emploi au mois d'octobre, alors là, avec des chiffres d'inflation qui eux-mêmes restent élevés, voire accélèrent. Cette incertitude, c'est pas bon pour les marchés. Mais c'est vrai que difficile de savoir pour les marchés aussi. Et qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres économiques de vendredi? Est-ce qu'on se dit ils sont décevants et donc c'est pas bon pour une croissance qui est moins bonne, ça veut dire moins de bénéfices et donc c'est pas bon pour l'économie et donc pour les indices boursiers, pour les actions? Ou en même temps, on se dit si c'est pas bon, la Fed va continuer à maintenir ses perfusions et c'est bon pour les marchés. Donc, ouais, je pense qu'on est un petit peu sorti de ce schéma, disons, où les marchés étaient un petit peu par intérêt. Bad news is good news, quoi. Ouais, un petit peu par intérêt très attentiste. Parce qu'en fait, il y a quand même cette question de l'inflation derrière tout ça. Voilà, les marchés savent pertinemment que si l'inflation se révélait ne pas être le phénomène temporaire qui a été décrit par la Réserve fédérale, la Fed ne pourrait pas rester sans rien faire. Voilà, elle ne pourra pas rester sans rien faire et qu'il y aura une hausse des taux. Et elle devra se déjuger, peut-être dans la panique. Et dans la panique. On ne le souhaite pas, évidemment. On le souhaite pas, mais voilà. Et je pense que c'est un peu ce que sont en train de se dire les marchés. Si on avait eu un chiffre d'inflation bas, bon, là, finalement, la mauvaise nouvelle, il y a un ralentissement de l'économie, il n'y a pas d'inflation, aurait été une excellente nouvelle, paradoxalement, pour les marchés. C'est ce 4,6% de croissance en moyenne des salaires dans le privé en rythme annuel qui pose problème. Qui est une bonne nouvelle dans l'absolu en même temps. C'est une bonne nouvelle parce que ça compense les faibles créations d'emplois en termes de revenus des ménages, donc ça c'est une bonne nouvelle et ça va garantir une économie relativement dynamique. Enfin, il ne faut pas bouder son plaisir de ce côté-là, et puis une réduction des inégalités, ce qui est quand même une question extrêmement importante aux États-Unis. Donc sur le fond, il n'y a aucun doute, mais voilà, pour les marchés, c'est compliqué parce que ça veut dire que cette inflation, elle s'installe un peu et que ça va obliger la Réserve fédérale à faire des choses. Exactement, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.